Bonjour et bienvenue à Awiza Magazine, l'émission qui aide et accompagne les femmes à croire en leur potentiel et à oser accomplir leurs ambitions. Je suis Lala Oku et j'aurai l'honneur de vous amener tout au long de ces émissions auprès de femmes inspirantes, de celles qui ont réussi à briser les codes qui limitaient la femme et l'empêchaient d'accéder à certaines sphères et d'être reconnues à leur juste valeur. Leur talent, leur persévérance ont ouvert la voie à d'autres possibilités. Dans Awiza Magazine, nous vous proposerons l'interview, le témoignage et bien sûr une séance de motivation. Celle que nous allons interviewer dans ce premier numéro n'est plus à présenter. Elle a plusieurs cordes à son arc. Journaliste de renom, formatrice, auteure de 7 livres, conseillère technique du ministre de la Communication et de l'Économie numérique, écrivaine, présidente du réseau des femmes journalistes et professionnelles de la communication de Côte d'Ivoire. Mesdames, recevons ensemble Madame Agnès Crédit. Bonjour Sa Majesté et merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Lala, c'est un plaisir pour moi d'être là avec vous. Merci. Alors Majesté, pouvez-vous brièvement nous retracer votre parcours? Un parcours à la fois long et court, long dans le temps, court peut-être par la densité, mais agréable parce que c'est un parcours de plaisir. Le parcours de quelqu'un qui se réveille journaliste, qui est devenu journaliste, qui a pris le plaisir et qui prend toujours le plaisir d'être journaliste et qui prolonge son métier de journaliste en écrivant et en publiant des livres. Voici en résumé, brièvement, ce que je pourrais dire de mon parcours. Très beau parcours, hein, je signale. Si vous le dites. Alors, comment avez-vous pu vous imposer dans ce monde des médias qui autrefois était dit un métier d'homme? Dans ma perception, ce métier est le métier le plus équitable possible, même si dans sa pratique, cela n'est pas forcément vrai. Dans ma perception, être journaliste, qu'on soit du sexe masculin ou du sexe féminin, ne fait pas de différence, sauf que dans la réalité d'une rédaction, dans le contexte de certains de nos pays, ou peut-être même dans le monde entier d'ailleurs, du reste, les femmes sont encore à chercher leur marque dans certaines rédactions quand il s'agit de grimper jusqu'à atteindre les hauteurs de la prise de décision, parce que les femmes sont très peu nombreuses à la tête des rédactions. Métier équitable dans la pratique, dans ce sens où on n'a pas besoin d'être doté de muscles exceptionnels pour être journaliste. Il suffit simplement d'aimer le métier, de savoir écrire, d'apprendre à écrire, d'être cultivé, de vouloir s'instruire. Et là, les seuls muscles sollicités sont les neurones. Et là, en ce moment-là, nous sommes équitablement dotés de neurones, que nous soyons femmes ou hommes. Et dans ces conditions, je pense que ce métier permet à chacune et à chacun de se réaliser, de s'accomplir, pourvu qu'on y mette de la volonté, pourvu qu'on ose affronter les défis. Et les défis, il y en a à tous les niveaux. Peu importe les métiers que nous embrassons, il y a toujours des défis donc à dépasser et à relever. Parlons de défis. Quels peuvent être les défis auxquels les femmes journalistes sont confrontées en Côte d'Ivoire? Il y a des défis qui sont liés à la personne ou à la personnalité de la journaliste elle-même. Il y a des défis qui sont liés à l'environnement. Il y a des défis qui sont liés à la société, parce qu'une société qui nous éduque à ne pas croire en nous, à ne pas nous faire confiance parce que nous sommes des femmes, une société qui nous fait croire qu'une femme n'a pas besoin d'être brillante parce que la lumière ne va qu'aux hommes et n'est valable que pour mettre les hommes dans une posture sociale plus valorisante. Une société qui nous fait croire culturellement qu'en fait une femme n'a pas besoin de passer le cap de certains types de métiers, parce qu'un métier de journaliste c'est un métier d'extérieur, alors que la société nous éduque à rester des êtres d'intérieur. Être journaliste c'est toujours être parti quelque part, être partout sauf là où on est attendu, alors qu'on nous éduque à plutôt être sagement à la maison. Et c'est vrai que contextuellement, socialement, culturellement, il y a quand même des défis qu'il faut pouvoir donc relever. Dans la pratique du métier en lui-même, dans les rédactions, c'est la perception qu'on a de la femme en général qui est toujours confinée dans des sujets dits féminins, dans des sujets de société. Et santé, ça va à la femme. Éducation, ça va à la femme. Par contre, quand il s'agit de parler d'économie, c'est plus masculin. Quand il s'agit de parler de science, ça paraît encore hyper plus masculin. Et quand on parle de politique, alors là, en général, ce n'est pas des espaces à investir par des femmes. Donc déjà, dans nos rédactions, il y a des espaces de confinement qui sont créés par une organisation professionnelle qui a ses habitudes machistes, qui a ses reflets. Et puis,
dans lesquelles aussi souvent les femmes s'y complaisent parce qu'elles finissent par croire effectivement qu'elles ne sont pas dotées d'intelligence pour analyser la politique, alors qu'en fait la politique c'est ce que nous vivons au quotidien, c'est ce que nous subissons, c'est ce que nous comprenons, c'est ce que nous vivons, et c'est ce que nous pratiquons, chacun à son petit niveau. Ça en fait de la politique forcément. Donc voici quelques éléments. Et puis le défi le plus perceptible, c'est l'absence des femmes au poste de décision. Donc du coup, elles ne peuvent pas influer sur les contenus parce que plus tu décides, plus tu peux réorienter la perception qu'on a des sujets. Or, étant absente des sphères de décision, elles ne peuvent pas influer sur le contenu. Résultat des courses, les femmes sont absentes dans les contenus médiatiques et leurs voix sont peu entendues et elles deviennent presque aphones quand il s'agit donc de faire parler des femmes sur des problématiques qui touchent à la vie commune. Oui, vous avez piloté une étude, on va en parler tout à l'heure, mais je voudrais revenir sur le fait qu'on parle de nos jours de féminisme, on parle beaucoup de féminisme, et est-ce que les femmes ont beaucoup plus d'opportunités aujourd'hui qu'hier? Le féminisme est un mouvement qui est très ancien. À un moment donné, il y a eu un effet de mode, c'est passé de mode et puis ça a ressurgi avec une nouvelle perception des choses parce que les injustices sont trop criades. Oui. Les inéquités sont trop évidentes, donc du coup à un moment donné les femmes sont obligées de reprendre leur bâton de pèlerine pour encore aller revendiquer leurs droits. Et on le voit aujourd'hui dans les pays qui sont en régression. On voit des pays comme les États-Unis qui aujourd'hui nous met en débat public l'abolition ou la suppression du droit de l'avortement par exemple. Donc la femme aujourd'hui perd l'emprise sur son propre corps. Je dis ça, on a des pays aujourd'hui qui sont sous le couvert de la religion en train de tuer des femmes. Donc je dis on est dans une vraie régression alors qu'on ne peut pas accepter qu'en 2022 on soit encore à revenir sur des combats qui ont été déjà menés. Mais manifestement la société humaine, est-ce qu'elle est dans une vie qui vous amène à tourner en rond et donc à revenir sur des sujets qui semblaient être dépassés, sur des défis qui semblaient être relevés, sur des acquis. Mais manifestement, nous sommes dans une vraie régression sociale et on le voit de par le monde. Les femmes sont toujours amenées à se battre encore et encore, comme si jamais on aura fini de se battre. Donc il n'y a pas vraiment eu de changement, de différence. Et alors, juridiquement, il y a des avancées. Légalement, il y a des avancées. Socialement, il y a des avancées. Je veux dire, aujourd'hui, le nombre de femmes instruites hier n'est pas le même que le nombre de femmes instruites aujourd'hui. Donc il y a des acquis, ça c'est une réalité. Maintenant, pendant qu'il y a des acquis, il y a aussi comme une espèce de peur, peut-être une partie des hommes, qui redeviennent de plus en plus violents. On a toujours dans le monde au moins une femme qui meurt chaque seconde sous les coups de son conjoint. Donc je dis, plus on avance, plus l'environnement à la fois technique, juridique, intellectuel nous amène à avancer, plus il y a des batailles, il y a des nouveaux défis à relever, il y a des libertés à conquérir. Comme quoi la liberté n'est jamais acquise. Il faut toujours la défendre, toujours combattre pour sa liberté. Alors revenons à l'étude que vous avez menée avec le soutien de l'Institut Panos. Il en résulte que les femmes sont très peu représentées et mal représentées d'ailleurs dans les médias. C'est quoi le problème et quelles solutions prévoyez-vous? Le problème c'est quand les médias se contentent d'être le reflet de la société, on a une société qui est présente ainsi dans les médias, puisque les médias reproduisent quoi? Le contexte dans lequel ils vivent, ils sont à l'image de l'espace dans lequel ils vivent. Quand moi, journaliste, je veux interviewer des acteurs politiques, forcément, je me retrouve à 98% de chances face à des hommes. Parce que les hommes sont à 98% ceux qui occupent les postes dans le gouvernement. Je veux dire, la présence minorée et minoritaire. Donc c'est la faute aux femmes Non, c'est la question de la répartition. Oui. La question de la répartition sociale des différents citoyennes et citoyennes, c'est la question de la vision politique de certains de nos dirigeants. La Côte d'Ivoire a voté quand même une loi qui impose un quota de 30% à tous les postes de décision, mais que personne n'applique. Mais est-ce que les femmes aussi se mettent en valeur, si ne se cachent pas? Bon, ça, après, je ne tombe pas dans ce genre d'autoflagellation qui veut qu'on aille forcément chercher la coupable. Là, c'est la femme. Mais écoutez, commençons déjà par revenir sur la répartition des tâches ménagères qui occupe beaucoup de temps aux femmes. Le jour où on aura une société dans laquelle, de manière équitable, les hommes iront faire le marché, les hommes feront le ménage, les hommes vont encadrer leurs enfants, les hommes iront à la cuisine, les hommes feront la table, les hommes feront la vaisselle, les hommes feront la lessive, ce jour-là,
il y aura autant de femmes que d'hommes au poste de décision. Parce que pendant que nous rentrons à la maison avec le compagnon qui est tout aussi éduqué que moi, je le suis, avec lequel j'ai fait des études universitaires, quand nous entrons à la maison, il y a des réflexes qui reviennent. Il sera le premier devant la télévision et pendant ce temps, la femme va se diriger naturellement, entre guillemets, à la cuisine. Ce temps qu'elle consacre à la cuisine, elle n'a pas pour étudier, elle n'a pas pour s'informer, elle n'a pas pour se former. Pendant ce temps, l'homme se forme, il s'informe. Donc du coup, il a plus de chances d'évoluer professionnellement que la femme qui, elle, en plus de son job à l'extérieur, va aller porter et assumer ce job d'intérieur qui lui est dédié, entre guillemets, naturellement. Alors, proposez-nous 2 solutions. 2 solutions, mais la première solution, c'est l'école. Oui. Le savoir est un espace de libération. La connaissance est un espace de liberté, au moins assumé et assuré. Ça permet à chaque citoyen d'avoir la capacité de réfléchir, de faire des choix, de se tromper dans des choix, parce que ça, on a le droit de se tromper aussi, et puis de pouvoir donc avancer dans la vie. Donc, faire en sorte qu'effectivement l'école soit effectivement obligatoire pour tous les enfants des 2 sexes. D'accord. Et puis, créer les conditions pour que la petite fille puisse aller le plus loin possible ou aller jusqu'au bout de son rêve. Donner la possibilité à tous les enfants d'avoir des rêves et de pouvoir réaliser leurs rêves. Ça, c'est important. Laisser les enfants s'accomplir. Et ça, je fais appel aux parents qui sont encore formatés dans une éducation à géométrie variable. La jeune fille est éduquée à savoir faire la cuisine comme si faire la cuisine était un don naturel lié à la femme. Si c'était si naturel que ça, les chefs des restaurants dans le monde ne seraient pas des hommes, ils seraient des femmes, naturellement. Voilà. Oui, d'accord. Madame Crédit, on a l'habitude de dire que les femmes ne s'entraident pas. Et au niveau de votre réseau, qu'est-ce qui est fait pour se soutenir? Alors, j'aime bien cette réflexion de Madeleine Albright qui le disait peut-être en se marrant, mais qui est assez fort bien à propos. Elle dit ceci: il y a une place en enfer pour les femmes qui n'aident pas les autres femmes. Et comme je ne vais pas aller en enfer, le réseau des femmes journalistes que nous avons créé nous permet justement de renforcer nos solidarités professionnelles, de renforcer nos sororités humaines. Je ne parlerai pas de fraternité, mais de sororité. Le mot existe, il faut l'employer, pour dire que nous sommes entre sœurs. Et puis, avec le réseau, et à l'issue de l'étude, justement dont on parlait tantôt, on a rédigé ce qu'on appelle la charte pour une meilleure représentation des femmes dans les contenus et institutions médiatiques. Et cette charte, justement, nous amène comme une espèce d'aiguillonnage à penser nos activités. Et à partir de la charte, nous avons créé donc le prix Rosine Diodan, qui est un hommage des femmes des médias à une autre femme des médias, qui est pour nous un visage emblématique. Donc montrer donc nos solidarités sans être forcément féministe, dans le sens où on ne reconnaît à la femme que des qualités de femme, parce que les femmes, non. Rosine incarne pour nous le journaliste abouti, la journaliste la plus accomplie, qui n'a pas eu le destin qu'elle méritait d'avoir. Donc le prix Rosine Diodan pour justement la promotion du genre dans les contenus médiatiques. À côté de ça, nous avons créé donc les JNFM, les journées nationales des femmes des médias, et dans les médias, encore expression d'une solidarité entre femmes, sans s'enfermer entre nos femmes justement, mais comment réfléchir sur la mise en lumière des femmes, comment faire rayonner la réalité des femmes dans ce qu'elles sont. Les femmes représentent un poids important dans l'économie, elles font les acteurs politiques, elles font les rois, elles font les princes, elles font le monde, et quand il s'agit de décider pour le monde, elles ne sont pas entendues. Faire en sorte qu'on ait des espaces de visibilité, mais des espaces de réflexion et de débat. On n'a pas à réinventer la roue, mais on prolonge ce qui a été fait par nos aînés, par d'autres femmes, dans d'autres espaces, par d'autres hommes, dans d'autres espaces, et faire en sorte que justement, ce combat qui jamais ne s'arrête puisse être poursuivi. D'accord, merci beaucoup. Madame Crédit, revenons à votre vie privée. C'est quoi votre situation matrimoniale? Eh bien, mariée à un roi. D'accord. Ouais. Donc vous êtes reine. Une vie de reine, donc oui, tout à fait. Alors, en tant que femme mariée, quelle peut être la perception de la société sur les femmes qui n'ont pas pu vite se marier ou qui n'ont pas vite eu la chance d'embrasser la maternité? Alors, je vous renvoie la question autrement. Est-ce qu'il est prévu dans un agenda individuel et personnel des délais pour se marier ou pour faire des enfants? Oui, le drame de la femme, c'est que physiquement, elle a un corps qui est limité, je dis, dans la forme de production d'ovules pour faire des enfants. Donc, passer la quarantaine, ça devient difficile. Je comprends bien. Maintenant, pour le mariage, on peut le faire à 70 ans. Je vais trouver l'amour. L'amour, on le cherche comme on peut, et quand on le croise, on le reconnaît. Si on l'a croisé à 70 ans, je préfère une vie pleine de 5 ans qu'une vie infernale de 25 ans, parce que je me suis marié à 30 ans ou à 25 ans par effet de mode. Donc honnêtement, il n'y a pas d'âge pour se marier. Il y a juste le temps de croiser l'amour. Par contre, il y a un âge pour faire un enfant, et nous sommes aussi au mois d'octobre, et dans les facteurs de risque pour le cancer du sein, les femmes qui n'ont pas la chance de faire tôt des enfants
s'expose aussi dans les facteurs qui sont pris en compte parce que le fait de faire un enfant tardivement peut être aussi un facteur de risque. Mais je ne parle que du facteur de risque, je ne parle pas de cause du cancer du sein. Donc ce sont des éléments à prendre en compte. Mais si on n'a pas d'enfant, on n'est pas non moins un être humain non plus. Je veux dire, le destin d'une femme n'est pas de faire des enfants ou d'être mariée. Voilà. Comment surmonter les mauvaises langues de la société, la pesanteur, toute la pression sociale que les femmes ont de nos jours? Laisser les mauvaises langues cracher leur venin qui va leur revenir au visage, c'est tout. Tu n'as pas à supporter ni à agir quoi que ce soit. Je veux dire, on mène sa vie. Le destin d'une vie, c'est de s'achever. Je veux dire, on a la mort qui est en face. Si on doit passer sa vie à gérer les mauvaises langues, on ne vivra pas. Alors moi, comme en plus le temps qui m'est accordé est court, parce que je ne sais pas, même si je vis longtemps, ce ne sera peut-être pas au-delà de 100 ans. Alors, j'ai vécu plus longtemps que de temps qui me reste. Alors, si je dois me consacrer à écouter les mauvaises langues, honnêtement, je n'aurai pas assez de temps pour mourir. Alors qu'il faut prendre le temps de vivre. Sérieusement, accordons sur l'essentiel des choses. C'est qu'est-ce que je veux, quel est mon rêve, qu'est-ce qui me fait plaisir, quel est le sens de ma vie, quel est le bonheur que je guette, quel est le bonheur que je recherche. À partir de ce moment-là, les mauvaises langues garderont leur venin pour elles. Bien sûr. Madame Crédit, de nombreuses personnes ne le savent pas, mais en 2015, vous avez été victime d'un cancer qui a fait l'objet d'un livre, Tu me fous les boules. Quelques mots sur ce livre. Ça vous arrive un matin, vous êtes devant un médecin, et vous palpez vos seins. Je fais des rimes sans le vouloir. Vous êtes médecin, vous palpez les seins, et puis là, tout d'un coup, une petite boule étrangère qui est là, qui n'a pas sa place là. Mais toutes les boules dans un sein ne sont pas la manifestation d'un cancer du sein, ça faut le dire. Et puis, donc, examen approfondi, biopsie mammaire, et puis là, tout d'un coup, confirmé, oui, un cancer du sein. Fort heureusement, qui a été détecté tôt, précocement, donc avec une boule de moins d'un diamètre. Donc, du coup, qui a été retiré par une chirurgie bien faite, et puis bon, suivi d'une radiothérapie, et puis aujourd'hui, me voilà. Donc, en fait, un cancer du sein, aujourd'hui, les médecins, les spécialistes vous disent qu'à l'allure où va le monde, dans 30 ans, si rien n'est fait, une femme sur 10 dans le monde aura un cancer du sein. Mais quand on dit si rien n'est fait, c'est prendre en compte une alimentation saine, avoir une vie avec une activité physique régulière, quotidienne, éviter des stress futiles, ne pas fumer, ne pas boire d'alcool, ne pas manger des plats copieusement trop gras, ne pas manger des plats trop chargés ou en viennoiserie parce que c'est de la farine industrielle, ou alors en charcuterie parce que c'est dangereux pour la santé. Donc faire en sorte d'avoir une alimentation saine, d'avoir une vie saine, d'avoir des problèmes essentiels, donc pas de problèmes superficiels, et puis croiser les doigts en espérant que ça ne nous arrivera pas. D'accord, je pense que vous êtes une femme résiliente. Je n'ai pas le choix dans tous les cas, où on vit ou on meurt, hein. Donc j'ai envie de vivre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à toutes les femmes qui passent par des épreuves? Déjà, commencer par croire en soi. Je pense que c'est essentiel. Mais ça, c'est valable sans forcément passer par des épreuves. C'est le sens de la vie. Trouver un sens à sa vie et se dire, notre vie nous appartient en propre et nous en ferons ce que nous voulons, dans le sens où nous donnerons les moyens dont nous avons besoin pour nous réaliser. Et les premiers des moyens pour se réaliser, je crois que c'est acquérir le maximum de savoir, c'est s'instruire, c'est se cultiver, c'est se former. Et je ne parle pas de ces formations classiques ni conventionnelles, je parle de la formation qui, à tous les bouts du chemin de la vie, nous parle. Partout où nous croisons des personnes instruites, des personnes sages, des personnes cultivées, nous nous formons. Partout où nous rencontrons d'autres types d'expériences, nous nous formons. Partout où nous croisons des personnes généreuses qui nous apprennent d'autres sens de la vie, nous nous formons. Donc toujours se former, garder l'esprit toujours en éveil, avoir le sens de ses propres intérêts, pas de manière égoïste, mais en pensant en soi, et puis rechercher toujours son bonheur dans ce que nous faisons. Ne jamais être à la recherche du bonheur de l'autre, ne jamais tenter de ressembler à l'autre, rester soi, renforcer sa propre personnalité et ses convictions. Et puis se dire que les choses sont toujours possibles quand on y croit. Je me dis toujours, et ça c'est cette pensée de Mandela que j'aime beaucoup, en faisant briller votre lumière, vous donnez la chance aux autres de faire briller la leur. Je pense qu'on est chacune de nous une lumière dans la vie. Restons toujours, incarnons cette lumière qui, dans l'obscurité des doutes, des difficultés, des drames, nous maintient toujours en vie, parce que des drames, il y en aura toujours. Des difficultés, il y en aura toujours. Des souffrances, il y en aura toujours. Mais c'est comment rester toujours debout. Parce que dans tous les cas, que nous le voulions ou non, nous allons un jour nous coucher.
Merci une fois de plus, Sa Majesté, de nous avoir accordé cette très belle interview. Merci d'avoir partagé tous ces secrets avec nous. Et merci à toutes les femmes qui nous ont suivis.